C'est en 1603, sur une plage de l'ouest guyanais, que débarquèrent ces hommes blancs, ces mauvais esprits de la mer. Pour Elim Grand-Émile de la nation Téléoulou, cette date correspond au début des jours sombres. J'ai envie de dire que les colons sont arrivés avec leur mode de vie, leur bonne manière, et bien ils ont trouvé un peuple qui avait un mode de vie qui correspondait à l'environnement dans lequel ils vivaient. Ils ont trouvé un peuple qui avait des valeurs humaines. Quand ils allaient chasser ou pêcher, ils revenaient pour tous les individus de la communauté. La terre, elle appartient à tout le monde. Il n'y avait pas de propriété privée. Eh bien, je pense que les Indiens ont rencontré des sauvages et pas l'inverse. Les sauvages, Daniel de la Ravardière et sa suite, des aventuriers mandatés par le roi de France pour prendre possession et exploiter les richesses de cette terre nouvelle. Les récits de leurs exactions contre les peuples autochtones, la mère, les tantes, ainsi que l'arrière-grand-mère d'Éline, les ont entendus. Interminable liste de méfaits, dans une course au gain, ponctuée de vols, de tueries et de mise en esclavage. Les Blancs ont pris les Kali'na, les hommes, les femmes et les enfants, pour en faire leurs esclaves. Les femmes et les enfants pour les champs, les hommes pour creuser la terre et chercher l'or. Les Blancs leur donnaient des coups. Les Kali'na faisaient semblant de leur obéir. Certains s'enfuyaient et parfois tuaient les Blancs à coups de flèche. Ils ont tous ramené sur Cayenne. Après, les Blancs ont pris des Kali'na, ils les ont mis dans des bateaux, les ont emmenés loin en mer. Après, on ne les a plus revus. Quand les Kali'na ont compris qu'ils étaient déportés, ils se sont révoltés. Ils ont commencé à tuer les Blancs. Des Européens imprégnés du mythe de l'Eldorado. Des hommes blancs fascinés par l'or. Métal à la fois sacré et maudit pour les peuples d'Amazonie. Ils ont appris qu'il y avait de l'or. Et les Indiens, eux, c'était leur or. Ils respectaient l'or parce que le chaman leur disait que l'or a un esprit qui pourrait leur faire du mal. Parce que les grands chamans d'avant, ils étaient très, très puissants. Sur les bords de la rivière Irakubo, on se souvient du peu de cas que faisaient les ancêtres de ces roches brillantes. Symbole de puissance pour les Européens, mais simple caillou, toutefois tabou pour les Amérindiens. Un Indien va dans la forêt. Bon, elle a découvert une jolie roche, on dit roche. Eh bien, on l'emmène, on l'emporte au village, ou bien on a trouvé 3, on met 3. Ma grand-mère déjà qui me disait 3 morceaux là pour mettre sa marmite, le fétou. Les colons sont venus, ils ont vu ça. Ils disent, oh, c'est joli, ça c'est joli, oh, très joli, ça brille, c'est joli, donnez-moi. Oui, eh bien, un miroir, une graine de maïs, quelque chose comme ça, des colliers. Allez, voilà. Je prends ta roche, voilà. À Cayenne, par exemple, oui, il y a beaucoup de Kali'na. Il y a des Kali'na pour tuer. Parce que là, il y a trouvé Kali'na qui a beaucoup de richesse. Ça, nous appelons l'or. Eh bien, Kali'na a servi ça, il n'est pas te connaître. Qui ça pour te faire que l'or? Eh bien, l'or blanc en ça, eh bien, il a commencé à dossier envers Kali'na
pour Kaligna montrer côté ça va trouver alors qu'il fait Kaligna servir guide côté il était là. Si la rencontre entre l'ancien et le nouveau monde a été marquée par la violence, ce choc de civilisation prendra une autre tournure avec l'arrivée des colons. Les premières habitations et autres plantations, et surtout celles des religieux, missionnaires avec la mission d'acculturer, de transformer l'animiste en bon sauvage évangélisé au nom de Dieu et du roi. L'Église s'est rendue complice et coupable aussi de n'avoir pas dénoncé l'esclavage en temps et en heure. À part quelques exceptions près, parmi les jésuites, tels que l'abbé Fauque, qui était prêtre d'ailleurs jésuite en Guyane et qui allait proposer aux Noirs-Marrons leur édition, leur retour sur les habitations coloniales. Donc on va faire quand même exception avec quelques prêtres, parce qu'il faut toujours distinguer les gens qui ont fait de bonnes œuvres sur terre, hein, et pas mélanger l'ivraie et le bon grain. Donc, mais dans la grande majorité, l'Église s'est rendue coupable ce qu'on appelle aujourd'hui des crimes contre l'humanité. Libre, à l'état de nature, l'autochtone ignorait la notion de travail. À plus forte raison forcée. Encore moins comprenait-il la passion des Blancs pour l'or. De cette incompréhension, certains captifs ne s'en remettront jamais. Ceux qui n'avaient pu fuir les habitations et se réfugier en forêt sombraient dans l'alcoolisme. D'autres préféraient la mort, au fer de la servitude. Comme les conditions de vie subies par les Amérindiens leur étaient inconnues, donc beaucoup d'entre eux préféraient se laisser mourir par chagrin, comme disaient les colons et les jésuites de l'époque, ou les prêtres de l'époque, ou par suicide, puisque ce fut le cas aux Antilles, des suicides collectifs. Il n'y a pas de raison que ce ne fût pas le cas en Guyane quand la situation devenait intolérable pour eux. Et parce que dans la pharmacopée traditionnelle amérindienne et créole, il existe un certain nombre de plantes permettant de se suicider, comme le manioc, hein, et son jus redoutable à base de cyanure, et puis d'autres plantes telles que le panacoco, et puis il y a tout un arsenal, hein, que les Amérindiens maîtrisent. Avant l'arrivée des Français, les natifs de Guyane avaient déjà fait échouer 3 tentatives de colonisation européenne. Leur terre n'étant pas terra nullius, c'est-à-dire n'appartenant à personne, ils allaient se charger de le rappeler aux nouveaux envahisseurs. Des chefs légendaires prirent alors la tête de véritables rébellions contre l'oppresseur colonial. Ils avaient pour nom Bimon, Kayani, qui laissera d'ailleurs son nom au chef-lieu de la Guyane, Tagalé et surtout Sépélou. Sépélou, c'était un grand guerrier, et Sépélou, la colline autour de Cayenne, c'était une montagne couronnée. Et c'est là qu'il y a eu un combat flagrant avant qu'il fît justement vers le Brésil. C'est pour ça que les Kalignas, les côtes guyanaises étaient habitées par les Kalignas, et c'était vraiment des guerriers farouches, et d'où cette continuation de cette mémoire collective de la part des enfants et des petits-enfants de ces anciens guerriers. Moi, j'ai fait partie de ces petits-enfants, de ces anciens guerriers qu'on peut appeler Kalani, Sépélou, Organabo, Awalagana, Kamalagoli. Tous ces gens-là, c'est des guerriers qui sont très importants, qui existent dans la mémoire collective. Héros d'hier, légende encore vivante pour nombre de jeunes autochtones en recherche de références et surtout d'action. On ne sait pas s'il était Kaligna, s'il était Wayana, s'il était Teko, on ne sait pas en fait. Peut-être que d'autres le savent, mais au sein même de la jeunesse en général, on ne l'identifie pas en tant que faisant partie d'un peuple. C'est plutôt le symbole de la résistance purement militaire en fait. C'est un grand chef, il a livré bataille, il n'a perdu aucune guerre jusqu'à sa mort. Le rattachement aujourd'hui à Sépélou, ça se fait juste plus vers là, quoi, en fait. C'est-à-dire il y a un symbole quand même de résistance
un peu quasi nostalgique, enfin, des fois, à certains moments. Ils allaient dans la forêt et tuaient les Blancs avec leurs flèches. Parce que les Indiens, avant, faisaient des grandes flèches pour tuer, pour se défendre. Combattre l'occupant, fuir ou mourir, les alternatives offertes aux peuples autochtones en cette fin de XVIe siècle. Combattre pour ne plus mourir des mauvais traitements infligés par les maîtres d'esclaves. Fuir pour s'éloigner aussi des foyers de maladies apportés par les Blancs. Des épidémies de variole, de rougeole ou de simple grippe vont réussir là où l'épée a échoué. Des nations entières en moins d'un siècle seront au bord de l'extinction. Ah oui, beaucoup Kalignans mourus. Et puis là aussi, Kalignans attrapait la maladie, la grippe. Ça aussi, Kalignans pas pouvaient soigner ce corps. Il y a beaucoup de Kalignans qui étaient morts aussi. Les villages disparaissent? Ah oui. Il y a des villages qui complètement disparaissent. Il était allé enterrer tout malade. Chaque jour, il y a mort. Il était allé comme ça. Il a commencé à l'enterrer comme ça seulement parce qu'il a veillé. Tout le monde malade. Et bien, sa maladie, l'auteur blanc est arrivé, et bien, il a attrapé sa maladie. Comme ça. On disait que ce sont les colons qui ont amené des maladies pour nous. Eh bien, je vous assure, mon grand-père me disait, ce matin, on enterre. Après-midi, on enterre. Demain matin, on enterre. Ma fille, mon épaule, ça me faisait mal. Tellement je transportais des gens pour aller enterrer. On a été éliminés comme ça aussi. Et aujourd'hui, vous leur en voulez à ces esprits de la mer? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Parce que là, vous voyez comment ça passe à présent. C'est vrai, on prend notre terre, on prend. Mais nous, on n'a rien. On n'a rien. Nous, on n'a rien. On a un petit carbet, c'est tout, c'est bon. Vaincus sans jamais avoir perdu. Les nations autochtones, autrefois si puissantes au point de menacer l'entreprise coloniale, au début du XIXe siècle, étaient déjà reléguées au rang de minorité sur leurs terres ancestrales. Des Amérindiens désormais fragilisés, objet une fois de plus d'une pseudo-bienveillance chrétienne et de ses perversités. Cette histoire-là existe encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore des gens qui sont de mon âge, sont passés par ce système-là qui était mis en place par le système de compérage, avec la complicité de l'Église, de l'État et beaucoup de notables de ce pays. Mon père a été utilisé comme un homme à tout faire. C'est une famille italienne qui s'est installée en Guyane, qui l'a reçu. Et en fin de compte, mon père n'est jamais allé à l'école. Il servait d'homme à tout faire à la maison, quoi. Et un beau jour, lorsqu'il avait probablement entre 16 ans et 17 ans, il s'est échappé. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il a été esclave. Des nations amérindiennes aujourd'hui appauvries, culturellement autant que socialement. Une déshérence qui se manifeste jusque dans les productions artistiques. Ainsi, au traditionnel démon stylisé des ciels de Case, est venu s'ajouter celui d'un outrage, toujours pas exorcisé. L'Église doit faire un pardon pour simplement être reconnaissant le fait qu'ils ont fait mal à ce peuple. Et je demandais à Monseigneur Lafont comme ça, et je lui ai même proposé, je lui ai fait un courrier, il ne m'a pas répondu. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il le fasse. Simplement ça, c'est déjà un pas où ils reconnaissent, mais je sais qu'il ne le fera pas. Donc s'il ne le fera pas, je ne sais pas comment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent même pas parler de religion quelconque. Hein.
Le clergé et l'Église avaient un leitmotiv, hein, il faut tuer l'Amérindien et garder l'homme. C'est-à-dire qu'il faut enlever tout le contenu de l'Amérindien pour le remplacer par des choses artificielles. Et c'est pour ça que on fait toujours appel à cette mémoire collective, que le combat continue. Le combat a commencé il y a très longtemps. Le combat a été très fort dans les années en 492, le premier génocide, et le combat continue. Donc la mémoire collective existe, peut-être que ce n'est pas écrit, mais il existe. Le combat existe d'une manière ou d'une autre. Parallèlement à cet hypothétique acte de contrition du clergé, l'idée d'une réparation fait son chemin. Un dédommagement pour crimes subis, même si l'identification du coupable, l'ampleur du préjudice et la juste forme de la réparation ne sont clairement définis. Nous allons demander réparation. Mais réparation, lorsqu'on dit réparation, en fait, il n'y a pas de réparation. Ça, c'est resté gravé, c'est une histoire tragique, mais c'est juste une reconnaissance. Parce qu'il n'y aura pas de réparation. Nous, on a été destinés âme pour que nous, on existe aujourd'hui. Nous existons grâce à ces aïeuls qui ont résisté à travers la maladie, à travers les guerres. Donc je pense que la France fera un jour le pas. Je l'espère. Lorsque je m'approche auprès des anciens, lorsqu'on dit le chiffre 400 000 hectares, ils ne connaissent pas en fait la dimension. Nous, les Amérindiens, on est plutôt spirituels, on n'est pas limité. Il n'y a pas de frontières. Le Suriname, c'est la famille. Le Brésil, c'est la famille. Et pourquoi encore nous imposer avoir une parcelle pour dire que c'est ici que vous allez vivre? Et pourtant, dans notre spiritualité, ici, c'est notre terre. Tout simplement. 400 000 hectares, une partie de la Guyane, non, c'est une infime partie, en fait, de ce qui appartenait, de cette terre qui était occupée par les Amérindiens. Il s'agit effectivement de leur rendre une partie des terres dont ils disposaient librement, avec toute indépendance et en prenant soin de l'environnement. Ce serait logique, légitime, normal, en fait. C'est même pas de la réparation, oui et non. C'est plus que de la réparation, ce serait essayer de rétablir l'ordre des choses. Et je pense qu'il faut vraiment que ça se fasse. Un rétablissement de l'ordre des choses après la reconnaissance d'un statut de victime de la colonisation. Une revendication et surtout des voix pour la porter, celle des jeunes autochtones. Un discours nouveau fait de fermeté, matiné de sagesse amérindienne. La manière guyanaise dans son ensemble est assez extrême. Il y a beaucoup d'extrêmes qui cohabitent, etc. Par contre, l'urgence quand même dans laquelle on se trouve, que ce soit sur la question sociale, que ce soit sur la question environnementale, nécessite à un moment de prendre un virage brusque, notamment en matière, en ce qui concerne la Guyane. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, quand un modèle occidental a prouvé quelque part ses limites et surtout son autodestruction annoncée, de continuer dans ce chemin-là. C'est-à-dire que partout dans le monde, il y a des brins de conscience, des volontés politiques qui commencent véritablement à amorcer un virage vers ce qu'on appelle aujourd'hui des alternatives, enfin, ce qui est assez hallucinant quand même. Et en Guyane, on est resté quand même à faire du copier-coller, au fait. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis assez critique vis-à-vis de ce que font la classe politique guyanaise dans son ensemble, parce qu'ils ne font que copier et coller ce qui se fait depuis 100 ans et qui a prouvé son échec, en vérité. La question de jusqu'où on est prêt à aller, jusqu'au bout, quelle forme ça va prendre, on verra en fonction, en vérité, de tout ce qui sera contre nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, on est dans une démarche de récupération des terres.
Si ça ne va pas au bout, à un moment, il faudra l'occuper, ces terres. Donc voilà. Aujourd'hui, on essaye de raisonner la classe politique guyanaise et la toute petite partie guyanaise qui est pour l'exploitation minière à une échelle démesurée. On essaye de les raisonner en leur parlant. Si ça ne marche pas, on sera sur le terrain pour empêcher que ça se fasse. Enfin, c'est plus par rapport aux autres que là, nous, on s'adapte. Donc, si demain on se fait attaquer, on sera obligé de riposter. Mais on se prépare à tout. À propos de l'orpaillage, beaucoup de gens me disent qu'est-ce que je pense de ça. Je dis qu'est-ce que je pense de ça. Si au moins la personne qui est en face de moi qui me pose la question, je lui dis ta mère, elle est là ou elle est morte? Elle est morte de quoi? La grand-mère ou le grand-père? Ma grand-mère, elle est morte dans ce sommeil, traversée par une balle, tirée par les orpailleurs. Et vous venez me dire si je suis pour un orpaillage? Je dis ça. Je lui dis, mais moi, j'ai été attaquée par ça, donc du coup, je dis, je ne vais même pas entendre parler de ça. Je lui dis, et aujourd'hui, je dis, c'est même pas les projets guyanais avec les gens qui sont nés en Guyane pour dire qu'on va faire ça puisqu'il y a tellement de chômage. Nous sommes nés en Guyane, on va faire ça pour nos enfants de futur. Et c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Et pour faire quoi? C'est juste pour laisser n'importe quoi pour le Guyanais. On est quoi alors? On est déjà un déchet ici. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire encore? Des roches gravées comme autant de supports d'épitaphes. Qui se souvient des Akokois, des Kalkouzianes, des Aramiso, des Karanes, des Noraks, ces peuples du littoral aujourd'hui disparus, victimes des épidémies ou du trafic de bois rouge, ces déportations massives et très lucratives d'Amérindiens vers les colonies de Martinique, Guadeloupe et de Saint-Domingue. Sur la trentaine de nations amérindiennes recensées au début de la colonisation, aujourd'hui il n'en reste que 6. L'histoire écrite par les colons n'a pas tenu la comptabilité d'un bilan humain aux allures de génocide. Pour ce qui se passe actuellement, oui, on continuera à dire que c'est un génocide et qu'il est en cours. Mais dans un premier temps, si on se repasse sur le plan de l'histoire, un braquage. On est venu, on a surpris des personnes, on a voulu leur voler leurs biens. Et puis on les a tués dans le même temps pour pouvoir justement avoir toutes les aides possibles pour pouvoir le faire. Et je garde aussi génocide en cours parce qu'on a encore des frères et des sœurs amérindiens qui meurent de perte de repères, de leur culture, etc. Donc je retiens génocide en cours pour ce qui se passe actuellement, mais pourquoi pas le terme de braquage? Je trouve que c'est un terme qui peut choquer. Effectivement, c'est un terme actuel, mais je trouve que c'est ça, c'était prendre le bien de ces peuples.
Suivez l'info sur Guyane la Première.